Engageons la troisième et dernière partie d'Actu Matin. Vous aurez complètement à la fin la revue de presse avec Hugues Vingbe. Juste avant, ce que je ne comprends pas, qui va vous parler de la question du casque. Vous le savez, la police républicaine a engagé une campagne de répression contre ceux qui ne portent pas le casque sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que les citoyens en disent? Eh bien, Franck Aounou, dans sa rubrique de mercredi, a tendu son micro à quelques citoyens usagers de la route et motocyclistes notamment. Ils se sont confiés donc à l'homme. D'ailleurs, ce sujet sera au cœur de nos échanges tout à l'heure. Ce sera le deuxième axe, de nos discussions, puisque le tout premier va concerner le bilan à faire de la répression engagée par la police républicaine. Depuis le 1er mars, en effet, les flics ont investi les différentes rues des artères sur l'ensemble du territoire national pour réprimer l'ensemble des infractions au code routier. Quel est le point qu'on peut en faire? Avant d'aborder maintenant quelle est la situation concernant le casque, et si le temps nous le permettait, on va passer les frontières nationales pour aborder l'actualité à Dakar. Vous le savez, la présidentielle qui a tâtonné depuis quelque temps maintenant a bien fixé désormais au 24 mars prochain. Alors, qu'est-ce qui va changer avec d'abord la libération du pire opposant de Macky Sall, Ousmane Sonko, et puis son engagement dans la présidentielle, puisque la campagne est en cours? C'est la question, ou ce sont les questions qu'on va se poser. En attendant, voici les acteurs qui sont présents et que je vous présente. Franck, bonjour. Le Riche, bonjour. Eric, bonjour. Commençons déjà par le sujet qui nous concerne. Cela fait déjà à peu près 3 semaines que la police républicaine est dans les rues, dans tous les coins, pour la répression au code des infractions au code routier. Franck, je m'attendais au coup électoral. Ah, oui, les acteurs politiques les acteurs nous ont traumatisés avec cette affaire-là pendant ces 2 dernières semaines. Nous aussi, on a rebattu les oreilles aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux auditeurs avec le sujet. 3 semaines. Pendant 3 semaines. J'espère qu'ils vont en tout cas se déconstiper maintenant quand on est en train d'aborder autre chose. Franck, ça fait 3 semaines que la police nous guette dans tous les coins et recoins des différentes rues du Bénin. Oui, ça fait 3 semaines. Pour commencer, je voudrais dire que c'est une décision de l'autorité, une décision qui a été prise par l'autorité, et donc on doit la respecter. Vous savez, depuis Rondignon, où on a commencé cette lutte-là, qui, ma foi, avait, dans certaines villes, comme Cotonou, avait véritablement pris, la mayonnaise avait pris ici, à Cotonou, grâce à l'effort fourni dans le temps par l'équipe de Philippe Rondignon, que moi je salue au passage, parce que c'était pas le même constat dans d'autres villes du Bénin. Ici, il avait fait un travail formidable, il faut le saluer. Et donc, depuis ce temps-là, ça va, ça vient. Vous voyez des citoyens qui portent les casques dans la circulation, vous les voyez qui n'en portent pas, et ceux qui n'en portaient pas étaient plus nombreux que ceux qui s'exerçaient chaque jour en quittant leur maison à porter le casque. Et donc, le gouvernement est revenu pour dire, attention, nous allons faire en sorte que tout le monde porte les casques, parce que lorsque vous allez au niveau des urgences, le bilan n'est pas du tout reluisant. Vous avez les cas de traumatisme crânien, des gens qui meurent sur le coup, sur le champ. Vous discutez avec les sapeurs-pompiers, vous diront que dès qu'on les appelle, vous arrivez sur le terrain, c'est des gens déjà décédés que vous constatez sur le terrain. Et donc, on ne peut pas, une autorité sérieuse, un État sérieux ne peut pas laisser libre cours à cette situation, laisser ses concitoyens mourir de la sorte. C'est de là que la décision a été prise. Et sur le terrain, je crois que la mise en œuvre a commencé. Moi, je salue un tout petit peu le travail que font les policiers, parce que ce n'est pas facile. Vous avez parmi les usagers de la route vos parents, vous avez des amis, vous avez ceux qui sont prêts à ne jamais respecter la décision ou les décisions qui sont prises et qui sont prêts à vous surdoyer. Il faut résister à tout cela, il faut être résilient face à toutes ces tentations. Et donc, il faut résister. Et donc, moi, je les salue. Mais à côté, il y a également, dans le rang des forces de l'ordre, des brebis galeuses. Ça, il ne faut pas
Il faut pas. Il y en a qui sont aigris d'abord du fait que. Aigris? Oui, il y en a qui sont aigris. Qui sont aigris tout simplement parce que, vous voyez, aujourd'hui, ils sont tous sur le terrain. Il n'y a plus de policiers de bureau en dehors de ceux qui sont chargés de faire fonctionner l'administration. Et donc, dans cet élan de cette nouvelle façon qui leur a été imposée, parfois, ils sont exacerbés. Hein. Vous les voyez du soleil, sous le soleil, du matin au soir. Et quelquefois, puisque la route aussi, Ulrich ne me démentira pas, il y a ce qu'on appelle également la sensibilisation. Ce n'est pas tout qu'on réprime. Même lorsqu'on vous dit le port du casque, et vous voyez le gars qui a peut-être mal porté son casque, il y en a qui disent descendez, remettez-moi le casque, et puis on veut réprimer forcément. Ça n'est pas toujours bien. Il faut avoir de la méthode dans la lutte que l'on est en train de mener. Mais ça n'a pas toujours été le cas sur le terrain. Mais globalement, moi, je pense qu'il y a une certaine détermination à faire porter le casque à tout le monde, et ça, il faut le saluer. Ulrich? Oui, c'est une opération qui a démarré, on peut dire, pour le bonheur des populations. C'est vrai que c'est un peu douloureux, il faut le dire, parce que pour ceux qui n'étaient pas habitués à mettre des casques ou à respecter les prescriptions routières, se retrouver contraint de les respecter, c'est parfois difficile parce que ça change les habitudes. Mais t'es parti d'où? Franck a bien fait de rappeler l'opération qui a été entamée par le contrôleur Rondaillon Philippe, qui entre-temps avait exigé que les motos, que les conducteurs de motos portent leur casque et que les couloirs de circulation soient aussi respectés. C'est dans cette période-là que nous avions vu beaucoup plus cette répression, mais qui a pris d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a toujours des usagers qui vont à l'encontre des règles, à l'encontre des prescriptions routières, mais qui à la limite s'en foutent éperdument. Et cette opération a pris tant bien que mal, mais à un moment donné, on a constaté qu'il y avait même l'obligation du casque passager pour les usagers, pour les motocyclistes, casque passager, qui voulaient prendre, mais rapidement on a senti qu'il y a eu la volonté politique, en fait la politique qui s'y est mêlée dans la période, et rapidement on a laissé tomber parce qu'on s'est dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Quand on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, moi je dis non, parce que à côté, tout près, vous ne pouvez pas prendre une moto, un Zémidjan, sans porter de casque. Vous ne pouvez pas prendre votre moto et remorquer quelqu'un sans que la personne, le passager derrière vous, ne porte de casque. Ça se fait à côté tout près, à Lomé tout près. Et je ne parlerai pas dans d'autres, je ne donnerai pas d'autres exemples, mais un exemple qui est tout proche de nous, ça se fait et ça se respecte. Vous ne portez pas votre casque en tant que passager sur une moto, la police arrête la moto et punit justement le conducteur, le propriétaire de la moto. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en réalité des pionniers de la mesure en Afrique, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest. L'autre aspect, quand on parle de répression qui a démarré, de la répression qui a démarré depuis le 1er mars, ce n'est pas que les casques, ce n'est pas que le respect des couloirs de circulation, mais c'est aussi les ports de ceinture. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs, beaucoup de conducteurs qui au volant laissent les ceintures. On a parfois l'impression enfin on se dit souvent que oui, si que je mette la ceinture ou pas, je suis en sécurité, mais c'est faux. Mais il y a des moments où vous freinez subitement. Mais le choc est souvent dangereux. Mais les gens ne comprennent pas tout cela. Toujours par rapport à la répression, il y a les motos sans casque et sans plaque d'immatriculation qui circulaient toujours. Et dans ces motos-là, on ne savait pas à qui appartient réellement ces motos. Et il y a également beaucoup de motos volées. Et la police républicaine a décidé de mettre un peu d'ordre dans ce domaine. L'autre aspect, toujours par rapport à la répression, ils sont allés au-delà. En parlant de l'excès de vitesse, nous avons vu les radars sur les différentes voies. Et effectivement, vous voyez des gens qui quittent peut-être le carrefour Étoile Rouge pour la direction générale, le commissariat central de Coton, c'est-à-dire le boulevard de Saint-Jean là. Mais c'est des gens qui roulent parfois à 80, 100, 110 à l'heure. Et ça choque. Le comble, c'est que nous avons développé dans notre pays une sorte de complicité tacite. Et on se dit, ben écoute, c'est son problème. Il peut rouler, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas mon problème. C'est sa voiture, c'est sa moto. On va pas se mettre sur sa voie. On va pas se mettre sur son chemin pour l'arrêter. Mais le danger qui nous guette tous, c'est que
quand il voudra cogner quelqu'un, il va cogner un autre usager, pas lui-même, il va cogner un autre usager qui peut être un de nos parents, qui peut être un de nos amis, qui peut être un proche à nous. Ce qui veut dire, parce que la voie se partage entre usagers et très souvent, ce n'est pas ceux qui sont en infraction qui subissent. Parfois, c'est celui qui a respecté, qui est en train de respecter les tests, qui respecte les prescriptions routières, qui se retrouve parfois victime de l'accident. Et justement, je pense que cette mesure, ces répressions qui sont en cours, c'est à saluer, juste à voir maintenant dans le fond, la manière dont ça se fait. Là, Franck a parlé du zèle de certains policiers parce qu'il a parlé de mauvaise foi ou des grains. Moi, je ne dirais pas jusqu'à ce point. Je parle plutôt d'excès de zèle qu'on constate chez certains agents de la police républicaine. Et je pense que nous allons en revenir tout à l'heure. Eric, bilan des 3 semaines de l'opération de la police républicaine. Pour moi, c'est d'abord positif. Mais avant, au regard de l'indiscipline qu'on observait sur nos axes routiers, il fallait aller véritablement vers cette répression. Il fallait prendre une décision forte pour sécuriser la vie de nos concitoyens. Et le riche parlait tout à l'heure d'une volonté politique. C'est tout à fait normal parce que il y a eu pas mal d'initiatives de ce genre qui n'ont pas abouti véritablement. Et quand on voit un gouvernement qui est en fin de mandat à 2 ans et qui prend des décisions aussi impopulaires, il y a matière à comprendre qu'on ne veut pas sacrifier la vie des concitoyens sur des intérêts politiques. Et je pense que quand on a lancé l'opération, on a reçu la visite de l'envoyé spécial de l'ONU pour des questions de sécurité routière qui a salué l'initiative et qui a estimé qu'il fallait vraiment insister sur la peur du gendarme pour amener les concitoyens à pouvoir respecter. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, le premier objectif est atteint. Le port de casque pour les passagers, aujourd'hui, est rentré dans les habitudes. Quand vous circulez dans la ville, vous voyez justement nos concitoyens sur leur moto avec véritablement le casque. Il faut aussi saluer le travail de nos amis de la police républicaine qui justement veillent au grain à ce que nos concitoyens soient toujours avec le casque. Donc il faut encourager cela, il faut continuer cela. On ne le fait pas pour embêter les citoyens, on ne le fait pas pour leur créer des problèmes. Nous avons des statistiques qui indiquent que justement sur nos axes routiers, des gens perdent la vie aussi facilement que ça. C'est ce qu'il faut arrêter. C'est ce qu'il faut justement expliquer à nos concitoyens que ce n'est pas une répression qui est orientée contre leur personne. William, pendant que vous n'étiez pas là, nous avions engagé la discussion. J'ai suivi. Vous avez suivi? Vous avez suivi Eric? J'ai suivi Eric. Vous avez suivi Franck? J'ai suivi une bonne partie de Franck. Ah d'accord. Bon, Eric, n'en parlons pas, l'intégralité. Bon arrivé, William. Oui, quel bilan faites-vous de l'opération de la police républicaine? Je trouve une répression. Eric parlait tout à l'heure de l'envoyé spécial des Nations Unies. J'ai bien envie de commencer par là. J'ai eu comme impression que c'est son arrivée annoncée qui a fait déclencher l'opération pour ses beaux yeux. Mais quelques jours après son départ, je trouve que l'opération est toujours en cours et les éléments pertinents il faut s'en féliciter. Qui sont félicités, je ne sais pas, mais il faut quand même reconnaître que dans l'habitude de certains Béninois, c'est rentré. Même le port de casque pour les motocyclistes conduisant eux-mêmes, qui, pourrait-on dire, est entré dans les habitudes. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui le bravent et qui, quand ils n'ont pas un carrefour à franchir, pour être amenés à être nez à nez avec un policier, ils se permettent de rouler sans casque, ou dans les périphéries de Cotonou où il n'y a pas assez de policiers, comme certains arrondissements d'Abomey et Calavi et environ, on se permet de rouler. Donc on ne va pas s'attendre à ce que pour les casques passagers, l'adhésion soit à 100% pour dire que dans les habitudes de certains qui aiment bien se plier aux règles, qui aiment bien vivre en accord avec les prescriptions de la société, que c'est en train de rentrer dans une certaine habitude. C'est bien pour la santé, la vie et je ne sais quoi encore, la sécurité routière des Béninois. Mais à côté, il y a toute la batterie de dérives de la police républicaine dans cette opération. On parlera de cette dérive-là. Parlons déjà, puisque vous avez commencé à l'évoquer, de l'affaire de casque. Est-ce que vous avez remarqué que le prix a doublé, Eric? Oui, absolument. Triplé. Il n'y a rien de... Triplé, bon, voilà. Oui, comme on dit, c'est un fait. Vous savez que un marché se vit justement de ces genres d'opportunités. Quand vous avez des opérateurs économiques qui sont dans ce secteur et qui observent que du jour au lendemain, les Béninois sont obligés, n'est-ce pas, d'aller vers l'achat des casques, c'est bon pour le business. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que nos autorités puissent avoir un regard dans les
prix qui sont appliqués de façon quand même à permettre à nos concitoyens qui sont dans le besoin de s'offrir des casques à moindre coût. Je pense qu'actuellement, il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau. Maintenant, jusqu'à quelle proportion? Parce que nous pensons également à nos citoyens qui sont à Parakou, à Natitengu, dans bien d'autres villes. Bon, Cotonou, on peut peut-être essayer de faire des descentes, essayer de voir ce qu'il faut faire dans une certaine mesure, mais je pense que ça va être vraiment très compliqué d'aligner un prix sur l'ensemble du territoire national et d'espérer que les opérateurs économiques qui sont dans la recherche du profit, et ça, vous savez, c'est la règle du marché. Lorsque je considère une famille de 5 personnes, là, le père, la mère et 3 enfants qui vont à l'école, qui sont obligés de porter leur casque au risque de voir le ZEM qui les transporte, de vous dire non, je ne veux plus de votre contrat, vous vous retrouvez à 24 000 plus 18 000. Si vous discutez bien, si vous êtes gentil avec... 24 000 pour les 5 casques? Non, 24 000, 12 000 pour les adultes, Ah, d'accord. 6 000 pour 3 Vous avez tous les renseignements? Ah oui, parce que notre poche a été éprouvé. Ah, d'accord. Et je comprends tout à l'heure Voilà. la réaction de William qui est venu tout fatigué un jour à la rédaction pour lui dire mais finalement j'ai pris le casque. C'est quoi? C'est un triomphalisme. J'ai l'impression qu'il a gagné le jackpot. Oui, il y avait une entrée ce jour-là et en même temps on l'a sorti pour prendre le casque. Donc c'était un peu douloureux. Mais pour l'acheter et avoir un meilleur prix, il faut aller en plein midi. J'ai suivi sur ce plateau même, dans l'une de nos éditions de bulletin d'information, je crois une organisation, un acteur est allé faire don de casque. Oui. Il y a une dame qui a reçu un casque et qui bénissait la personne sur plusieurs générations. Vous avez vu ce que c'est que le casque aujourd'hui? Et donc quand vous prenez ça, c'est vraiment pas facile. C'est le gros casse-tête de cette affaire-là. Les gens ils ont augmenté, triplé le prix du casque, ce qui fait que des gens, les citoyens, les usagers de la route ont eu du mal à s'en procurer, mais il fallait le faire. Donc c'était une obligation, c'est un budget carrément à part qu'on a voté pour cette affaire-là. Mais je pense que pour votre vie, que vous n'irez acheter nulle part, dans un supermarché ou dans un marché à côté, cela n'a pas de prix. On était obligé de le faire et on est engagé. Comme Eric le disait, eh bien, moi je pense que lorsqu'on met tout ça ensemble, lorsqu'on estime un peu le zèle et puis tout ce qui va avec, c'est qu'il y a également la morosité. C'est ça qui fait qu'on ressent, n'est-ce pas, ce qu'on débourse pour acheter le casque. Mais je pense que le ministère du Commerce devait faire un travail. C'est vrai que nous sommes sur un marché libéral où les gens profitent de l'opportunité qui leur est offerte à travers cette répression, mais l'État reste le garant, disons, de la mise en œuvre des prix sur le marché. Donc, le service qui s'en charge au ministère du Commerce doit pouvoir faire un travail pour dire, attention, c'est votre chose, c'est vous qui en profitez, mais là, vous ne devez pas dépasser un seuil. L'État a la possibilité, un peu comme il a eu la possibilité de nous dire, tout le monde portez les casques pour sauver votre vie. Allez voir ces marchands-là pour dire, écoutez, vous devez faire du profit, mais le profit doit être raisonnable. Parce que c'est vraiment compliqué sur le terrain. Les gens se mettent plein les poches de l'argent et ça appauvrit et ça réduit le pouvoir d'achat des autres. Ouais, sur ce dossier, j'ai une dent très longue et très dure contre le ministère du Faites Commerce. attention au micro, tout simplement parce que faites attention au micro. Très longue et très dure contre le ministère du Commerce. Et il faut préciser que c'est pas la première fois que nous vivons une telle expérience. Il y a quelques mois seulement, ici, nous avons connu une flambée extraordinaire des prix du gaz. Et pendant longtemps, les autorités sont restées de marbre. Elles n'ont pas réagi. C'est un peu comme si, elles ne sont même pas dans la société, elles ne comprennent pas ce qui se passe dans la société. Il a fallu que Canal 3 prenne sa caméra pour aller tourner, prendre les prix, afficher les prix, montrer la colère des populations avant que le ministère du Commerce ne sorte un communiqué pour rappeler que les prix du gaz sont à tel montant, tel montant, tel montant et que tout contrevenant serait passible de telles sanctions ou pas. Aujourd'hui, nous revivons la même scène avec les casques.
les prix du casque sont habituellement connus. Vous imaginez aujourd'hui, il a fallu simplement qu'une décision sorte, qu'on oblige les citoyens, les concitoyens à mettre obligatoirement des casques, que subitement, le casque de 5 000 est passé à 10 000, voire 15 000. Certains, ceux de 8 000, sont passés jusqu'à 25 000. Attention. Et le ministère, pendant tout ce temps, pendant plus de 3 semaines, le ministère du Commerce précisément notamment, et qui fait partie des ministères qui ont vraiment des démembrements dans toutes les contrées du Bénin, parce qu'il y a, quand vous allez dans tous les départements, dans toutes les communes, vous avez des représentations du ministère du Commerce. Vous imaginez, pendant longtemps, le ministère du Commerce est resté silencieux. Il n'y a aucune opération dans ce sens-là. Et vous imaginez, les commerçants véreux en ont profité pour créer une spéculation extraordinaire. Et ça ne dit rien à personne. Jusqu'à présent, le ministère se tait, les commerçants font leur commerce, et ce sont les poches des pauvres citoyens qui en pâtissent. Non, ça pose un problème. Le ministère doit protéger justement les populations, et c'est de son devoir de rappeler les prix, parce que les prix sont connus. Le prix du casque est connu. À un moment donné, on peut faire une certaine marge de bénéfice, mais quand même qu'on ne vienne pas jusqu'à spolier. Parce que c'est le mot juste, on est en train de spolier l'usager. Est-ce que ça, ce n'est pas le rôle des organisations des consommateurs? Les organisations des consommateurs aussi doivent justement attirer l'attention. Mais attendez, le ministère devrait déjà commencer par faire son travail. Parce que le ministère a un rôle de veilleur. Et le ministère devrait veiller justement à cela. Les organisations des consommateurs peuvent venir dénoncer pour dire oui, attention, ce qui se passe n'est pas bien. Je suis d'accord. Mais d'une certaine manière, si les organisations de la défense des consommateurs ne réagissent pas, le ministère qui est là pour pouvoir protéger les droits des consommateurs, qui pouvoir aider les consommateurs, les usagers à vraiment vivre décemment d'une certaine manière, parce que c'est déjà une obligation. Étant donné que c'est une obligation, le citoyen n'a pas le choix. Il n'a pas autre choix que d'aller acheter. Maintenant, le cas de 5 000, qu'il aille l'acheter à 12 000, et Franck l'a dit tout à l'heure, imaginez un ménage de 5 personnes, le papa, la maman, les 3 enfants qui doivent prendre un casque de 12 000 chacun. Vous imaginez un peu l'effet que ça fait sur les et c'est à combien le salaire, c'est à combien le salaire justement des parents. Et c'est ça, il faut que le ministère agisse. On n'a pas besoin de toujours appeler le ministère avant qu'il ne réagisse sur ce qui est de son devoir. Non, mais vous savez, ce que Ulrich peint comme tableau est une triste réalité. Vous demandez pourquoi le ministère? Ce sont eux qui, sur nos impôts, sont payés, lotis, ont des véhicules de fonctionnement. Ils ne sont pas les seuls. Et ils ne sont pas les seuls, mais c'est à eux la mission d'aller connaître, d'aller relever les données sur le terrain, les données du pouvoir d'achat des Béninois. C'est à eux. Le ministère de l'économie et des finances ou le ministère du développement, ces ministères-là ne sortent pas des statistiques sur notre pouvoir d'achat, sur le taux d'inflation, sur tout ça sans eux. Ils sont les cadres au contact. Et eux, on le connaît leur rôle. Qu'à la veille des fêtes de fin d'année, pour aller sortir 2-3 vinaigrettes des boutiques des pauvres dames, mettre sous scellé quand il y a les campagnes agricoles. Actuellement, à Paracou, c'est le cas. Quand il y a campagne agricole et que les autorités donnent instruction et qu'il y a des enjeux de millions et de milliards, ils vont s'amener à mettre 3-4 boutiques sous scellé, faire une tournée avec toute la presse de la région, on diffuse en boucle dans les éditions pendant 2-3 jours. C'est en ce moment qu'ils sont au ministère du Commerce. Après ça, ils ne sont pas au ministère du Commerce. Dans l'approvisionnement, par exemple, des importateurs. Les importateurs, c'est l'ordre normal des choses. Quand ils voient qu'il y a une opportunité, ils savent que tous les Béninois doivent acheter des casques. Vous voyez nos frères des pays voisins qui nous aident souvent dans la vente de ces petites puces-là. Comme les casques. Vous voyez, habituellement, c'est le genre de personnes, quand nous allons vers eux, nous négocions des prix et que cela ne nous arrange pas parce qu'on estime qu'ils font trop de surenchère au début. On commence par partir d'abord, espérant qu'ils nous rappellent. Aucun commerçant ne vous rappelle quand vous discutez le prix d'un casque et que vous partez. Quand vous partez, quand il a fini de dire l'as ou bien il dit dernier prix et que vous partez, il ne vous rappelle même pas. Cela voudra dire que même au prix d'achat, à l'approvisionnement en gros, il y a déjà une grosse contrainte. Pourquoi les autorités ne s'intéressent pas au prix de revient, c'est-à-dire au prix d'achat des revendeurs, pour qu'ensuite on ait une idée sur le prix auquel ces messieurs-là ou ces dames-là vont revendre aux Béninois. L'État n'est pas un agent économique comme les autres, mais l'État est au-dessus de l'activité économique. L'État est le régulateur dans un système libéral comme le nôtre. L'État est le régulateur de l'activité économique. On laisse des gens passer du simple au triple, au quadruple,
Et au même moment, il y a une répression. Et dans l'opinion populaire, ceux qui n'ont pas une idée forcément de la chaîne d'approvisionnement en casque, vous les entendez sous les arbres à palabres et dans des réunions de quartier dire qu'aucun commerçant derrière les rues n'a les moyens d'amener des conteneurs de casques et que ceux qui importent les casques sont des gens proches du pouvoir et que c'est pour eux qu'on lance une campagne de sécurité soi-disant routière pour qu'ensuite ils fassent du profit. Quand ils le disent, ce qu'ils disent ne manque pas de pertinence quand il y a des autorités dans l'État qui sont chargées par exemple de réguler l'activité commerciale et qui ne le font pas. On ne demande pas au Conseil des ministres d'aller fixer le prix du casque comme le prix des hydrocarbures, mais le ministère du Commerce a les moyens pour toutes les spéculations au Bénin de contrôler. Oui. Eric, ça me fait penser... Quand sous Yaïboni, on avait lancé cette opération, les gens criaient sur tous les toits que la première dame était dans le business. Elle a été obligée de faire une déclaration pour dire Lou, et je ne suis pas dans ce business. Alors je pense qu'il y a certainement un effort qu'il faut demander au ministère du Commerce de faire, justement. Mais le prix du casque, juste avant l'opération, personne ne s'y intéressait. Le prix du casque n'est pas réglementé comme celui du gaz ou de l'essence dans nos stations. Ce n'était pas un élément important dans nos vies. Je pense que l'élément central, c'est la répression qu'on a démarrée et qui a créé en même temps un besoin fort sur le marché. Et on n'a pas besoin d'être un commerçant vicieux pour comprendre que c'est une opportunité commerciale, comme dans d'autres spéculations également. Il faut certainement trouver le mécanisme de voir comment est-ce qu'on peut abattre les prix et permettre à nos concitoyens de s'offrir le casque à moins cher. Autrement, le prix du casque de façon précise, si on n'avait pas une idée, on n'avait pas une indication précise sur ça. On sait que sur le marché, on peut vous le vendre autant à 10 000 francs, à 8 000 francs, à 12 000, à 13 000. Quand bien même, si tu n'es même pas dans le contexte de répression. Moi, j'étais allé prendre un casque, c'était pas du tout la période de répression. Je me rappelle, la prix à 15 000 francs. Oui, mais ça doit être des casques dont les caractéristiques sont bien connues. C'était pas du tout avec une certaine solidité. C'était pas du tout dans la période de répression, mais je pense qu'il faut peut-être trouver le mécanisme. Qui à 15 000 aujourd'hui, si vous demandez son prix, ça va vous coûter les yeux de votre tête. 45 000 ou 50 000. Un casque qu'on négociait jusqu'à 4 500, quand il revient finalement à 11 000 ou à 12 000, et c'est sans humeur, c'est sans négociation. En plus, vous les embêtez quand vous demandez le dernier prix. Quand vous cherchez à négocier, vraiment, ils vous disent que c'est le marché, ils ont détourné. Et vous devez avoir constaté qu'habituellement, ceux qui vendaient les casques aujourd'hui ne sont plus seuls. Tout simplement parce que aujourd'hui, beaucoup d'autres personnes sont entrées dans ce marché. Et vous aurez observé aux abords des bars, vous allez voir des dames ordinaires, des messieurs ordinaires qui aujourd'hui se baladent avec 2, 3, 4 casques parce qu'ils ont compris que c'est aujourd'hui l'activité la plus rentable. Ils vont acheter et ils viennent vendre. Ils veulent vous lancer une répression. Non, c'est vrai que tout simplement parce qu'on a laissé ce commerce-là spolier les usagers. C'est ça le mot. On les a laissés spolier les usagers. Vous voyez un peu à quel point les poches des usagers sont en train de souffrir. Déjà, il y a une répression qui est en cours. Et cette répression fait obligation à tous les usagers de mettre leur casque. Et ils savent qu'ils doivent le faire. Ils n'ont même pas le choix. Donc maintenant, facilitez-leur la tâche. Tout au moins, laissez-les prendre les casques au prix habituel. Mais maintenant, même s'il doit y avoir une inflation, il doit y avoir au moins une majoration des prix, mais que ce soit quand même de façon acceptable. Mais qu'on passe du double, qu'on passe du simple au double ou au triple, mais là, ça pose problème. Et que le ministère ne réagisse pas, là, véritablement, on sent que le ministère a failli. Je ne vous ai pas entendu parler de subvention, puisque c'est souvent la solution remède que nous... Est-ce qu'on en a besoin? Non, mais le problème, c'est qu'il y a des répressions ailleurs. Chez les pays fabricants de casques, il y a des répressions là-bas pour que le prix monte de l'autre côté? Ou parce que la demande au Bénin devient forte, eux aussi, ils font un peu de la surenchère. On n'en a aucune idée. Et nous, on n'est pas experts. C'est pour ça qu'on interpelle le ministère qui est censé le faire. Parce que eux, dans le commerce intérieur et tout autour, ils ont les moyens, ils ont été formés, ils ont l'argent du contribuable, ils ont tout à leur disposition. Je suis là-dessus. Que chacun passe dans son pays, ce pourquoi il est payé. Parce que après,
à raison ou à tort, on s'insulte là. Mais tu sais, c'est aussi l'argent des contribuables qui alimente les partis politiques aujourd'hui. Hein. Oui, on n'a pas vu les partis politiques qui sont préoccupés voilà. Donc, il y a le financement public qui est là aujourd'hui, on a le droit de codifier un peu le sport partisan. Maintenant qu'on l'a fait. Vous savez, ce matin, une balle perdue. de la route nous suivent. Ils sont tout contents, hein. Ils vont se dire, voilà. Oui, j'ai des tonnes de messages qui pleuvent de mon téléphone. Il y a même une promesse qu'on a faite à William. L'intéressé m'a dit, ne dis pas ça à l'antenne. Hein. J'ai promis quand même le dire, oui. Et voilà, donc ils sont tout contents quand on évoque, on dit, bon, il y a cherté, il y a surenchère sur le marché, il faut subventionner et tout. Il faut sauver les citoyens. Oui, lorsqu'on a fini de dire tout ça, moi je pense que il faut dire aux citoyens d'aller prendre leur casque et de les porter, de respecter le couloir de circulation qui est réservé aux motocyclistes. Parce que malgré tout ce qui est dit, malgré le pied de grue que font les flics sur la route, vous savez, il y a des gens qui se faufilent entre les véhicules, là où ils ne doivent pas circuler, ils continuent de circuler et ils se foutent des policiers. Ouais. Lorsque vous les prenez, c'est là vous allez écouter, non, on a faim, Talon nous fait ci, Talon a fait ci, on veut encore nous réduire. Quand on a faim, on viole le code routier. Oui, malheureusement, c'est le constat. Donc, il faut dire. C'est réel ce que dit Franck, c'est réel ce que dit Franck, parce que vous allez remarquer que dans la circulation, il y a des usagers qui ont un sacré goût de l'interdit. Vous les voyez? C'est la nature humaine. Hein? C'est la nature humaine. Mais chez nous, j'ai comme l'impression que ça amuse. Il y a une propension à vraiment le faire. Et parfois même un vrai plaisir à narguer les agents de la police républicaine. Vous imaginez? Le monsieur a son casque. Il n'est pas dépourvu de casque. Il a son casque, il met le casque entre les jambes, il roule. Mais c'est à la vue du policier à distance qu'il prend maintenant le casque, qu'il met sur la tête, sans même avoir le temps de mettre les sangles. Le policier l'arrête et on trouve que le policier a exagéré. Mais non, l'autre chose... Il a un casque sur la tête. Non, mais il n'a pas mis les sangles. Vous imaginez s'il ne porte pas les sangles, c'est que ce n'est pas un casque. Avant même qu'il ne tombe, le casque serait déjà ailleurs. Donc ce qui veut dire qu'il n'est même pas en sécurité. L'autre chose, vous voyez des gens qui prennent la chaussée, qui emportent la chaussée avec les voitures, alors qu'ils devraient normalement aller sur la piste cyclable. Il vient à un endroit où il constate que la police est devant. Il sait qu'il n'y a plus d'intersection pour qu'il passe sur la piste cyclable. Il se retourne sur la chaussée et maintenant prend le sens interdit et fait face au véhicule. Mais ça, vous imaginez à quel point c'est inconscient de leur part. Observez ce qui se passe quand vous quittez Cotonou. Vous descendez de l'échangeur immédiatement. Vous savez que le passage sous l'échangeur a été bloqué. Vous voyez les messieurs, ils prennent leur moto, ils traversent, ils traînent, ils demandent à des petites gens à côté là, qui les aident à passer de l'autre côté. Et on bloque la circulation. Les voitures ne passent pas, rien ne passe. J'ai subi ça même très tôt ce matin, où il y a même... Et c'est fréquent. Oui, c'est très fréquent, où on a bloqué la circulation et nous on attendait que la vague de motos puisse quand même sauter. On est passé de l'autre côté. Quand vous dites ça, quel est le prochain tournant ou la prochaine ouverture quand on quitte Calavi avant le feu d'Anglais ou je ne sais où encore. Quand vous quittez par exemple Cotonou, pas Cotonou, Calavi, je suppose Ouédonou, et que toutes les issues ont été bloquées, pourquoi vous n'allez pas tourner au niveau de la boulangerie Saint-Daniel? On remontait sur l'échangeur. C'est pour votre sécurité. Ce que vous faites là, si moi je perds par exemple, je peux être à Vive-Allure, je peux être dans les vapes. Parce que tous ceux qui sont au volant ne sont pas forcément... C'est un excès de vitesse, c'est une infraction aussi. Je ne suis pas forcément présent d'esprit quand je suis au volant. Et vous n'allez pas dire que tous ceux qui sont au volant sont forcément exempts de soucis et doivent être obligés de voir tout ce qui se passe. Encore que on n'est pas obligé de bloquer la voie pour que les motocyclistes passent. Alors quand vous commencez à bloquer la voie, alors que je ne sais pas, et vous faites transporter votre moto sur la tête, pour traverser la chaussée. Oui, j'ai vu ça ce matin. J'ai été vraiment scandalisé. Je pense que rien n'explique le comportement des motocyclistes et parfois même de certains véhicules. Hier, par exemple, il y a eu un accident au niveau un peu avant le pont de Djono en remontant sur Cotonou. Bloqué toute la circulation. Mais figurez-vous qu'il y a un monsieur qui a préféré détourner son trajet de l'autre côté et se retrouver nez à nez avec des camions. Il a fallu que le policier remarque cela et qu'il vienne devant lui pour dire va retourner
pour faire en tout cas le rond-point et de repasser dans le sens normal. Il y a des Béninois qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, qui sont les plus malins. Et lorsque, les plus pressés. Oui, les plus pressés. Mais le policier a bien fait. J'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, en de pareilles circonstances, très souvent, on estime que c'est le policier qui agit mal, ou qui est trop sévère, ou qui est trop zélé. Je pense que les citoyens aussi doivent faire un peu plus attention à leur vie. Parce que j'ai l'impression que, vous imaginez, pas plus tard que la semaine écoulée, j'ai vécu une scène qui m'a simplement horrifié. Le monsieur, il était à moto. C'est lui-même qui conduisait. Il prend son téléphone, et je crois qu'il était sur WhatsApp, un truc comme ça, et il faisait audio, et il conduisait sans casque, s'il vous plaît, sans casque. Et il parle, il écoute, il parle, il écoute, et il évoluait. Et il a fallu de peu pour qu'il heurte une dame qui traversait la voie. Et c'est là que tout le monde s'est mis à crier sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait, simplement ? Il lance la main du genre, allez vous faire foutre. Ouais. Vous imaginez ce genre de scène. Ce monsieur, par exemple, il a dit à la maison, je reviens. Je vais à côté, je reviens. Imaginez un peu, si un accident se passait et qu'il heurtait le trottoir, le terre-plein central avec la tête. Après, il va dire, non, c'est la sorcière du village, c'est telle personne, c'est ci, c'est ça. Non, attendez, il faut que nous prenions conscience de notre sécurité, de notre vie. Et le plus dangereux, c'est que ceux-là, ce sont eux qui viennent créer souvent des problèmes aux autres qui sont dans les normes. Imagine la dame qui l'a failli conduire. La dame traversait au niveau du passage piéton, c'est-à-dire qu'elle était en règle. Vous imaginez, il allait la cogner, la pauvre dame, allait passer son temps à l'hôpital si elle a encore la chance de vivre. Et moi c'est ça le véritable problème. Ce sont des gens, ce sont des bombes à retardement dans la circulation qui créent des problèmes aux autres usagers qui sont normalement dans les règles. Et là, je pense que la police doit être encore plus rigoureuse. Le personnel de la police républicaine, c'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des époux à la maison et qui ont des soucis aussi. Oui. Ce ne sont pas des gens qui sont sur la voie parce qu'ils n'ont rien à faire ou qu'ils ont choisi, ils ont mal choisi leur métier. Non, ce sont des gens à respecter. Lorsque vous êtes en infraction, moi par exemple la dernière fois, j'ai oublié de mettre ma ceinture, j'ai été arrêté, on a pris mes papiers et je suis allé bonnement prendre mon papier, le bout de papier qu'on amène au trésor là. Et c'était douloureux pour moi, mais ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé. Et j'ai su que désormais, il faut porter ma ceinture. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Il y en a parmi eux qui exagèrent aussi. Hein. J'ai quelques éléments, même si parfois je me demande si les témoignages qu'on m'envoie sont vraiment fondés. Il y a quelqu'un qui dit les policiers tabassent les gens, notamment à Zobotoma. Il y a quelqu'un qui dit que les policiers en profitent pour prendre les numéros de nos femmes quand il laisse ça. Non, lui, il a un autre problème. Mais c'est William va parler. Même hors de ce contexte, je me souviens dans un projet où j'intervenais que la principale plainte des hommes. On parlait de bonne collaboration entre officiers de police et citoyens. Vous savez, quand les chefs de village, quand les autorités, les notables se levaient, la première des choses qu'ils disaient, c'est que, messieurs les chefs des policiers, tant que vous n'allez pas dire à vos agents que quand ils vont devenir nos rivaux dans nos quartiers et dans nos villages, nous ne serons jamais amis, nous ne collaborerons jamais avec la police. Donc ça ne date pas de la répression. C'est une récrimination qui est faite à la police et au corps habillé en général et dont ils doivent tenir compte. Par endroit. Et moi, Tanguy, quand vous parlez de dérives, il y a vraiment des dérives, notamment dans nos grandes villes. Je crois que cela s'est calmé un peu plus cette semaine, mais la semaine écoulée, la semaine d'avant, vous voyez des policiers dans un excès de zèle terrible, dans l'abus. On vous arrête pour des infractions que vous ne connaissez pas. Des gens vous racontent des choses, vous dites que ce sont des scènes inventées. Des gens qui traversent avec une moto peut-être éteinte ou avec une petite panne sèche, je ne sais pas quoi. Des gens qui traversent et parce que le pneu est sur la chaussée pendant qu'on traversait, on dit vous n'avez pas le droit, quel que soit l'état de votre moto, d'être sur la chaussée avec des deux roues. Et donc on les arrête. Ou des gens qui attendent dans un feu tricolore pendant que le feu marche peut-être, mais que la police est là pour réguler. Normalement, la présence de la police soit à toute autre indication ou signalisation du feu tricolore. Ils préfèrent, voilà, des gens encore qui choisissent les règles qu'ils doivent suivre. Ils préfèrent suivre le feu pendant que le policier n'est peut-être plus là et paf, on l'arrête. Ou carrément, vous voyez
que le policier s'arrange pour l'infraction. Vous êtes là, vous avez peut-être mis ce qu'il faut, les sangles, oui, le casque est mis, mais il vous arrête, il dit non, que vous êtes mal comporté, vous êtes mal arrêté en plein milieu de la rue. Oui, il y a de quel comportement? La route est bien tracée. D'accord. Il y a des limites. On s'arrête comment? Parce Parce que l'infraction, quand vous ne la notifiez pas et que la personne ne comprend pas l'infraction, vous ne pouvez pas la verbaliser. Vous savez, plusieurs fois, j'ai été contraint à cet aspect-là quand j'animais mes émissions sur la sécurité routière. Et effectivement, il y a un problème d'éducation routière qui se pose au niveau des usagers. Vous imaginez, vous avez parlé tout à l'heure de ceux-là qui poussent leur moto. Plusieurs fois, j'ai vécu le cas et je l'ai même filmé une fois. Vous savez ce qu'ils font? Ils se retrouvent sur la chaussée normalement, au lieu d'être au niveau de la piste cyclable. Et c'est à la vue du policier qu'ils éteignent le moteur et ils estiment, en fait, ils simulent une panne en tirant la moto, alors qu'entre-temps, le policier avait déjà eu le temps d'avoir le coup d'œil et l'avait vu déjà venir. Donc, du coup, quand il vient, il arrête, mais là, par mauvaise foi, il dit non, j'étais en panne. L'autre chose aussi, c'est que quand tu traverses, quand tu t'arrêtes, quand il y a le policier, dans le code, il est clair que, quelle que soit la beauté des feux de signalisation, quand le policier est là, c'est lui qui régule, vous ne suivez que le policier. Mais vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Parfois, ils voient le policier, parce que c'est ouvert, il passe, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut effectivement une éducation routière à nos usagers. Oui, dès qu'il est là, il vous donne votre dos, enfin son dos, vous comprenez qu'il revient, il vous fait face pour vous donner le top pour continuer. Et il se met de façon latérale encore pour vous faire passer. Tout le monde ne comprend ça. De dos, voilà, ou face à vous, vous devez vous arrêter. Absolument. C'est quand il est de profil que vous pourrez passer. Oui, voilà. Donc moi je pense que il faut maintenir la dynamique. Il faut maintenir la dynamique parce que c'est très beau de voir les gens porter leur casque et en circulation. Sans les bavures, bien sûr. Non, il faut maintenir la dynamique. Sans les bavures, il y en a eu. Écoutez, vous savez, un policier qui arrête par exemple, j'ai vu les tokpa là, qui sèment la pagaille sur la chaussée à Cotonou, sur la route. Et il n'était pas en règle au niveau du carrefour du campus là. Le policier l'a arrêté, mais il a nargué dans le véhicule, tout s'était mis à ricaner. Mais tout ce qu'il a fait, moi je l'ai observé, il a pris le numéro de ce tokpa là. Cela voudra dire que tout au long de la journée, lui, il a du souci à se faire. Lorsque le policier va le faire, vous n'êtes pas là pour suivre la scène, c'est que pour vous, il est dans l'abus. Vous voyez, moi j'ai vu ça et je suis sûr qu'au cours de la journée, il va donner la consigne sur toute la ligne et ils vont lui rendre la vie difficile. Ça, moi par exemple, ce n'est pas de l'abus. On doit lui rendre la vie difficile pour lui montrer qu'on ne doit pas narguer un policier. Parce que dans le véhicule, il avait constaté quelque chose, il lui a dit d'attendre. Il devait obtempérer, attendre pour écouter l'agent de sécurité qui l'a interpellé. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas les règles, vous pouvez attendre et dire au policier, expliquez-moi pourquoi vous m'avez arrêté. C'est votre droit le plus absolu. De savoir pourquoi on vous a arrêté. On vous a arrêté, mais le narguer, l'insulter, lui proférer parfois, ils vont même jusqu'à menacer. Tu ne feras plus jamais ça dans ta vie. Ils ont été mandatés pour ça. Ils ont été formés aux frais de l'État pour ça. Et ce ne sont pas des imbéciles qui sont sur la voie, c'est des gens qui ont porté la tenue pour régler des problèmes. Et c'est en cela que je décris souvent la complicité tacite des populations. Oui. Quand on parle de dérive, justement, le seul point sur lequel moi j'aimerais bien attirer l'attention de la police républicaine, c'est quand l'usager constate qu'il est en infraction et qu'il voit déjà que là on veut l'arrêter, il prend la peau d'escampette. Qu'on se mette dans une course-poursuite derrière cet usager jusqu'à créer des accidents, là, je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que on veut créer la peur du gendarme. Et le fait que cet usager indélicat se retrouve déjà, sente déjà qu'il est en infraction et qu'il commence par prendre la fuite, c'est déjà là une prise de conscience qu'il a compris que lui-même, qu'il n'est pas en règle. Et que le policier prenne sa moto ou sa voiture et qu'il se mette à le pourchasser, là, vraiment, je pense qu'il y a un problème. Si par exemple la voie est dégagée et qu'on peut l'arrêter sans problème,
Pas de Donc, souci. vous savez, on peut relativiser ce que vous dites. Apparemment, vous ne voulez pas me laisser terminer cette émission. Merci de transport et de conservation des engins qui parlent les Béninois. Une infraction au code de la route ne veut pas dire que vous retrouvez votre engin après, sans rétroviseur, sans clignotant, et que et chez le mécanicien, vous aurez à dépenser 50 000 ou 40 000. Une infraction au code de la route ne permet pas à l'autorité de l'État, qui qu'elle soit, de vous dépouiller de l'état de votre moyen de déplacement. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir les conditions dans lesquelles ces motos sont transportées. Voilà. Et vous ne demandez pas quand même aux policiers de mettre au dos votre moto à califourchon et d'en prendre soin comme un nouveau-né. Pas du tout. Mais vous voyez, au temps fort de cette répression, permettez le terme, le mépris avec lequel parfois on a embarqué certaines motos. On les entasse parfois dans certains commissariats trop spacieux pour contenir autant d'engins. Moi, je demande juste un peu d'humanité et un peu d'humanité. On comprend le bien fondé. Moi, je pense que c'est des détails. Non, ce ne sont pas des détails, Franck. C'est à ça que le citoyen bafouent l'opération. C'est à ça que le citoyen bafouent l'opération. Merci beaucoup d'être passé par ici. J'ai encore des messages qui pleuvent concernant justement, je dois dire, les numéros de femmes que les flics prennent. Il y en a qui a dit, ma copine, on l'a gardée au commissariat pendant plus d'une heure de temps alors qu'elle a payé les 10 000 parce que justement le policier voulait prendre son numéro. Allez les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Oui, mais c'est pas autant de services. Ils sont au boulot. Mais est-ce qu'il est écrit sur le front d'une jeune dame très belle qui vient vers vous, épouse de oui, mais même s'il n'est pas écrit là-dessus, il n'est pas de l'obligation du policier il tente sa chance de prendre des numéros pendant qu'il est en action. Si vous êtes marié, il est avant tout humain. C'est comme si vous justifiez qu'un médecin qui est en face de lui, c'est pas moi, une femme, un gynécologue même, décide de prendre son numéro avant de passer à la consultation. Écoutez, que chacun reste dans son couloir. Pour le suivi. Bonne journée les gars. Allez, vous allez suivre ce que je ne comprends pas, qui parle de casse et de represse. Permettez-moi de me concentrer pour finir la conclusion, s'il vous plaît. C'est pour la suite de l'émission. D'accord. Et la revue de presse. Bonne journée.